va enchaîner avec le professeur Bruno Martin. Alors, professeur, on va dire, université, on va dire en informatique. Il est notamment au laboratoire I3S. Il est par ailleurs aussi fonctionnaire sécurité-défense de l'université. Donc, monsieur Martin va présenter, on va dire, sa fonction. Et ensuite, il va enchaîner sur sa présentation. Merci. Alors juste avant, pendant que je parle, j'avais un transparent de transition qui n'est pas tout à fait le sujet de la conférence, mais qui est en lien avec ce qu'on avait dit. Grosso modo, vous ne pouvez pas voir parce que c'est écrit en tout petit, mais ce qui est le cercle le plus petit, c'est que ce que vous pouvez communiquer sur les réseaux sociaux, après, ou en naviguant sur Internet ou autre. Après, les inférences qui peuvent être faites directement par la machine. Donc, je sais pas, je vais en prendre une ici qui peut regarder quelles sont les publicités que vous avez regardées, le contenu que vous avez ignoré, les actions qui ont été faites sur le site, les mouvements de la souris, etc. Donc, c'est ce que toutes les informations collectées par la machine, le périphérique, le téléphone ou autre. Et après, c'est tout ce qu'on peut en déduire. Alors, on appelle ça de la science des données ou de l'intelligence artificielle, peu importe. Mais qui donne énormément de choses comme l'affinité ethnique, les membres de la famille, les relations professionnelles, les vues religieuses, les affiliations politiques, des sujets qu'on évoquait ce matin. Et je vous mets un deuxième transparent aussi, juste à côté. C'est ce que vous donnez à l'État et qui vous fait râler quand vous voulez renouveler un titre comme une carte d'identité ou autre, et après ce que les géants du net savent de vous. Donc un parallèle entre le fichier des titres électroniques sécurisés qui est collecté donc par l'État et ce que vous donnez gracieusement aux géants du net en bleu à droite. Vous voyez qu'ils en savent pratiquement plus que l'État sur vous. Donc quand on a dit que j'étais fonctionnaire sécurité-défense, effectivement je suis fonctionnaire sécurité-défense. C'est principalement essayer d'appliquer la sécurité et la protection du patrimoine scientifique et technique, donc qui est principalement autour des laboratoires de sciences dures et quelques laboratoires qui sont classés selon différents risques, entre les risques économiques, militaires, de prolifération et terroristes. Je gère aussi tous les déplacements à l'étranger dans des pays dits sensibles, les déclarations d'événements, vu qu'à l'heure actuelle on est en Vigipirate, alerte attentat, normalement tous les événements devraient être déclarés, sont signalés aux forces de l'ordre, enfin tout ce genre d'aspect-là. Pas du tout l'aspect sûreté, là c'est dédié à un autre service de l'université, mais sinon pour tout le reste, c'est ce que je fais aussi. Mais sinon je suis professeur d'informatique. Et donc je voulais vous raconter un petit peu comment ça intègre le quantique dans la cryptographie. Alors ça va être un petit peu technique, j'ai enlevé la plupart de la théorie, mais c'est pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe lorsque, par exemple, vous établissez une communication sécurisée sur Internet, le protocole HTTPS, extrêmement simplifié, et tout ce que ça met en œuvre d'un point de vue cryptographique. Alors juste une petite introduction, la cryptographie qu'on utilise à l'heure actuelle, c'est quelque chose de très récent en France. Jusqu'en 1970, il n'y a que les militaires, les diplomates qui avaient le droit d'utiliser de la cryptographie. Il y a eu plusieurs lois dites de déréglementation successives. Une qui a porté à un certain nombre de bits la taille des clés, qui était insuffisante. Il y a une deuxième loi de déréglementation. Il y a une troisième loi de déréglementation, j'ai révisé tout à l'heure, qui a eu lieu en 2000 ou 2004. Et je finirai aussi par une question pour des juristes sur quelque chose à la fin de l'exposé pour voir ce dont on parle. Alors je commence par une illustration. Bon, je n'ai pas refait complètement mes images d'illustration. On pourrait adapter un petit peu le mail qui date de 2010 que j'avais fait pour un cours. Donc avec un expéditeur prétendu dit la direction des ressources humaines, donc à l'ancienne adresse de l'université. Comme maintenant il y a de plus en plus de contractuels qui donnent une liste de contractuels qui peuvent être virés. Et quand quelqu'un reçoit cette liste, vous observez aussi ici qu'on voit que c'est à des destinataires inconnus. C'est pour ça.
Donc quand quelqu'un reçoit ça, il peut se dire est-ce que l'information est publique? Est-ce qu'elle provient bien de l'expéditeur prétendu? Et est-ce qu'elle est intègre ou est-ce qu'elle a été modifiée? Donc en fait, il y a 3 grandes questions qui sont adressées par la cryptographie. C'est donc la question de la confidentialité. Est-ce que l'information est publique? Est-ce qu'on peut la conserver secrète ou pas? Est-ce qu'elle provient bien de DRH, c'est-à-dire authentifier l'expéditeur? Est-ce qu'elle a été modifiée, donc répondre à la question de l'intégrité? J'ai rajouté la traçabilité, dont je vais régler le cas extrêmement vite. La traçabilité, c'est uniquement conserver une trace de tout ce qui a été fait, donc avoir des logs par tous les services électroniques, donc qui peuvent être centralisés. Il y a des règlements là-dessus, hein. Sur la conservation des logs. Il y en a certains qui doivent connaître ça mieux que moi. Par exemple, combien de temps il faut conserver les enregistrements des caméras de surveillance vidéo, enfin des choses comme ça. Donc c'est tout ce qui est tracé. Alors je vais faire une longue partie de mon exposé sur la confidentialité, parce que c'est là qu'intervient le quantique. Et je vais commencer par un petit quiz, juste pour vous réveiller. Donc dans les protocoles Internet sécurisés, donc on utilise quotidiennement comme HTTPS, GPG, SMIME. Est-ce que vous pensez que les données sont chiffrées au moyen de chiffres à clé publique, à clé secrète ou autrement? Bon, je vous donne la réponse. Donc c'est un chiffrement qui s'appelle hybride. Donc c'est presque comme une voiture hybride, hein. Ça a 2 technologies à l'intérieur. Donc ça utilise à la fois des clés secrètes et des clés publiques. Donc il y a 2 grands paradigmes en cryptographie. Le paradigme des clés secrètes, par lequel j'ai commencé. Dans ce cas-là, on a deux personnes, un émetteur, un récepteur, qui partagent une même clé. Lorsqu'on veut chiffrer un document, on prend le document, on donne en entrée de l'algorithme le document et la clé, et ça nous fournit un chiffré qui est transmis sur le canal. Le récepteur reçoit ce texte chiffré, avec la même clé, va fournir le chiffré à l'algorithme et la même clé que la clé d'expédition pour obtenir le texte clair. Donc là, il y a tout un catalogue de chiffres qui ont évolué au cours du temps. Ce qu'on utilise plus ou moins à l'heure actuelle, c'est un chiffre dit de Vernam avec une sécurité parfaite, j'y reviendrai un petit peu plus tard, et un chiffrement par bloc chaîné. Les avantages de ce paradigme, c'est que le texte clair et le texte chiffré sont sensiblement de la même taille et que c'est très rapide à calculer. Donc l'inconvénient, qui, comme on le verra, est le problème principal de la cryptographie, c'est comment on transmet la clé. Le deuxième grand paradigme de la cryptographie, c'est la cryptographie à clé publique. Dans ce cas-là, chaque utilisateur possède 2 clés. Une clé qu'on va utiliser pour lui adresser un message et une clé qui est conservée secrète, qui lui sert à déchiffrer le message. Donc si Alice, à gauche, veut envoyer un message à Bob, elle commence par récupérer la clé publique de Bob, chiffre le message pour obtenir un chiffre essai, le transmet. Bob, quand il reçoit ça, il va utiliser une clé qu'on appellera une clé de déchiffrement pour récupérer le message. Donc à l'heure actuelle, on utilise principalement pour ça le chiffrement d'IRSA, enfin, du nom de ses inventeurs, Riva, Shamir et Edelman, avec des règles pour randomiser le fonctionnement, ou d'autres chiffres qui sont basés sur des problèmes de théorie des nombres, donc principalement de factorisation d'un entier ou de logarithmes discrets. Donc là, la transmission de la clé est facile, puisqu'en fait elle est publique, elle est déposée dans un annuaire de clés et n'importe qui peut la récupérer. Alors l'inconvénient, c'est que ça fonctionne beaucoup plus lentement qu'un chiffre à clé secrète, d'un facteur 4 à 5000 à peu près, et que généralement la taille du message chiffré est plus grande que la taille du texte clair. Donc on s'en sert pour autre chose. On s'en sert plutôt pour faire ce qu'on appelle du chiffrement hybride. Dans ce cas-là, on va chiffrer avec un chiffre à clé secrète, mais comme il faut transmettre la clé secrète, on va la chiffrer avec un mécanisme à clé publique. Donc quand Alice va envoyer un message à Bob, ce qu'elle voit, on le verra dans un transparent juste après, elle va chiffrer en utilisant la clé publique de Bob et de manière interne, enfin sous le capot, il va y avoir un générateur de clés qui va engendrer une clé secrète qui va être chiffrée avec le mécanisme à clé publique, et sinon le message est chiffré avec un chiffre à clé secrète. Donc là on a un peu l'avantage des deux mondes. C'est, dans ce cas-là, on transmet avec une clé publique. Le clair et le chiffré sont sensiblement de même taille et le calcul est rapide.
Donc l'inconvénient avec les systèmes de chiffrement qu'on utilise à l'heure actuelle, c'est qu'ils ne sont pas robustes à une attaque qui serait faite par un ordinateur quantique. Bon, enfin, on verra ce qu'on peut faire après. Donc si on regarde une chaîne complète de traitement, donc par exemple, ce que fait votre téléphone quand vous téléphonez, il y a un petit peu de chiffrement qui est fait par le téléphone. Ouais, enfin bon, le téléphone là est un mauvais exemple. Enfin, ce que vous pourriez faire sur des applications dédiées au chiffrement de la parole. Donc quelqu'un parle à gauche et les lèvres que j'ai mises. On récupère la clé publique du destinataire. À l'intérieur, RNG, c'est pour un générateur de nombres aléatoires qui va générer la clé, qui va permettre de chiffrer le codage de la parole pour obtenir quelque chose qu'on va transmettre sur le canal. Donc ce qui est transmis, c'est le chiffré de la voix et la clé secrète qui a servi à chiffrer tout ça, mais chiffré avec un mécanisme à clé publique. Donc en fait, l'utilisateur, quand il veut chiffrer, ce qu'il voit, c'est il envoie un message et il dispose de la clé publique du destinataire. Donc tout le problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour transporter la clé. Donc quand on veut transporter la clé, on utilise généralement un mécanisme à clé publique pour transporter la clé secrète, donc qui est RSA, Diffie-Hellman ou Diffie-Hellman sur des courbes elliptiques. Tout ça, ça repose sur des problèmes de mathématiques, de théorie des nombres. Et pourquoi on utilise des courbes elliptiques? Parce que ça permet d'avoir des tailles de clés beaucoup plus petites. Tous ces systèmes de chiffrement, je vous ai mis à droite l'image d'un ordinateur quantique, qui date peut-être un petit peu. Il y a sûrement d'autres technologies maintenant. Et ben on sait les casser. Donc il y a des algorithmes, l'algorithme de Shor, l'algorithme de Simon, qui permettent de factoriser un entier premier, donc comme l'algorithme de Shor. Et il paraît qu'il suffit d'avoir un ordinateur à 2300 qubits pour factoriser un entier avec une taille de clé de celle que l'on utilise communément à l'heure actuelle. Je vous ai mis le nombre de qubits qu'un ordinateur quantique atteint à l'heure actuelle, c'est 443 qubits. Donc on est encore un petit peu loin des 2300 qui permettent de factoriser les clés qui sont utilisées à l'heure actuelle. Et donc j'insiste que le problème principal de la crypto, c'est comment partager une clé, qui est vraiment le problème principal en cryptographie. Donc on a vu la première action du quantique sur la cryptographie, c'est que, a priori, la cryptographie à clé publique sur laquelle on s'appuie à l'heure actuelle est pratiquement complètement cassée. C'est ce que j'ai mis sur le haut de ce transparent. Donc les algorithmes que j'ai mentionnés avant résolvent rapidement la factorisation d'entiers. Donc il n'y a plus de chiffrement par RSA. Le logarithme discret, il n'y a plus de signature. Je reviendrai sur les signatures un petit peu plus tard par DSA. Et le logarithme discret sur les courbes elliptiques, donc un mécanisme qui permet, on va dire ça simplement, de transporter une clé comme ECDH est fini. C'est la raison pour laquelle il y a eu toute une initiative pour changer tous les systèmes de chiffrement qu'on utilise à l'heure actuelle, puisque on tend petit à petit vers le nombre de qubits nécessaires par un ordinateur quantique pour résoudre le problème de la factorisation, par de nouveaux standards, donc, qui sont définis par la cryptographie dite post-quantique. Et la définition, c'est qu'elle doit être robuste aux attaques par des ordinateurs quantiques. Donc le but, c'est de remplacer les standards actuels, RSA, DSA, CDH, par de nouveaux standards. Et il y a deux nouveaux standards depuis 2022 qui ont été proposés standardisés par le NIST, qui reposent sur alors un problème, j'ai mis simplement le nom sur le problème Learning with Errors. En fait, c'est résoudre un problème simple, mais qu'on va bruiter pour faire en sorte que ça ressemble à un problème compliqué. Ça, c'est dit les choses de manière très simple, mais on va faire ça dans une structure algébrique qui est elle-même assez difficile. Et donc, il y a un standard qui s'appelle Crystal pour le chiffrement et pour la signature, et qui est déjà utilisé. Alors c'est utilisé par un utilitaire qui permet d'assurer la sécurité des communications entre un client et un serveur, comme OpenSSH, alors qu'il n'utilise pas le standard. Il a utilisé un des candidats au standard parce qu'il l'a fait avant la standardisation. Cloudflare utilise aussi du chiffrement post-quantique, Amazon, IBM. Donc il y en a tout un tas qui sont déjà passés sur la cryptographie post-quantique.
Tout ça, c'est pour résoudre un problème de distribution de clés, comme on l'avait vu tout à l'heure. Une alternative à la distribution de clés en chiffrant la clé secrète par un mécanisme à clé publique peut être remplacée par ce qu'on appelle improprement la cryptographie quantique. En fait, il n'y a pas de cryptographie quantique, c'est des algorithmes de distribution quantique de clés. Donc comme ce qu'ils font au laboratoire infini. Donc, je vous ai mis un algorithme de distribution quantique de clés pour lequel on a besoin de beaucoup de choses. On a besoin de 2 canaux. Un canal qui va transporter les photons de l'expéditeur vers le destinataire et un autre canal qui va dire quelle est la bonne orientation du mécanisme de mesure et qu'il n'y a pas, pour que les 2 parties arrivent à déduire la même clé de ce qui a été transmis. Donc en fait, de cette manière-là, on peut partager une clé. On ne peut pas l'intercepter, contrairement à la cryptographie classique, parce que si on l'intercepte, il y a des résultats de physique quantique qui disent que si elle est interceptée, elle est plus réutilisable. Et qu'il y a quelques avantages et quelques inconvénients. Donc l'avantage, c'est que c'est parfaitement sûr, à cause de la physique quantique, éventuellement de l'usage qu'on va en faire par la suite. Et dans les inconvénients, c'est que le débit n'est pas forcément le meilleur qu'on puisse imaginer. Enfin, il y a des problèmes liés aussi à tous les outils de physique qui permettent de transporter l'information. C'est locavore. Alors locavore, c'est pour... À l'heure actuelle, ça permet de transporter une clé sur à peu près 200 km. Je vous ai mis jusqu'où on va en partant de Nice. Donc on va jusqu'à Marseille. On ne va pas tout à fait jusqu'à Grenoble. Et il faut 2 canaux. Donc il faut une fibre optique dédiée et un canal de communication classique. Donc en utilisant soit du post-quantique, soit de la distribution quantique de clés, on sait partager une clé. Donc on dispose de différentes manières pour transporter une clé secrète. Et donc nos 2 participants, Alice et Bob, partagent une clé. Et ils peuvent donc utiliser cette clé pour chiffrer les messages. Donc je vous avais mentionné 2 chiffrements à clé secrète classiques. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle un chiffre jetable ou le chiffre de Vernam. Dans ce cas-là, on prend chacun des bits du clair, chacun des bits de la clé. On fait une opération logique dessus qui s'appelle le ou exclusif et qui permet d'assurer le chiffrement. Pour déchiffrer, on fait exactement la même opération avec la même clé et on obtient à nouveau le clair. L'intérêt du chiffre de Vernam, c'est qu'il est très rapide. C'est juste une opération bit à bit. Il va très vite et il a été prouvé mathématiquement comme étant parfaitement sûr. Alors il a quand même un certain nombre de gros inconvénients. C'est qu'il faut une clé qui soit parfaitement aléatoire. Donc si on utilise un mécanisme de distribution quantique de clés, c'est parfaitement aléatoire. Il faut que ce soit de la même taille que le message. Donc si on a un message de 2 gigas, il faut une clé de 2 gigas. Et surtout, une fois qu'on a utilisé une clé, on ne peut pas la réutiliser. Il faut une nouvelle clé. Donc ça consomme énormément de clés. Pratiquement, on ne fait pas ça, parce que c'est trop gourmand. Et on utilise plutôt du chiffrement par chaînage de blocs. Donc le texte clair, c'est ce que vous voyez sous la forme de blocs encadrés. Donc block cipher encryption, et combiné avec un bout de la clé par bloc successif. Alors évidemment, c'est moins sûr, mais par contre c'est rapide. On atteint aussi un très haut débit. Dans ce cas-là, on a une clé qui est courte. On obtient ce qu'on appelle la sécurité sémantique. Je reviendrai un tout petit peu plus tard sur les différentes notions de sécurité. Et c'est aussi robuste à une attaque quantique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bons algorithmes quantiques pour casser du chiffrement à clé secrète. Donc l'inconvénient principal, c'est que là, ce n'est pas parfaitement sûr. L'algorithme qui permet de casser, d'attaquer les chiffrements à clé secrète s'appelle l'algorithme de Grover. En fait, on cherche parmi toutes les clés possibles celle qui va apparaître le plus probablement. Pour faire cette recherche, si on fait ça sur un ordinateur classique, il faut en moyenne un temps qui est proportionnel au nombre de clés. Sur un ordinateur quantique, on améliore tout ça d'un facteur pour passer à un temps qui est en racine de n. Et puis il ne faut pas un ordinateur puissant pour le faire, un ordinateur quantique puissant pour le faire, il suffit d'avoir 4 qubits pour réaliser l'algorithme de Grover.
Mais ça reste un algorithme exponentiel, ce qui garantit que le chiffrement à clé secrète reste robuste à une attaque quantique. Donc pour le chiffrement, on a grosso modo 4 notions de sécurité. Bon, elle est même une 5e, une sécurité qui est simplement pragmatique. Ça marche tant que c'est pas cassé. Donc ça a fonctionné de cette manière-là jusque dans les années 80 à peu près. Je vais aller du bas vers le haut. À partir des années 80, on a essayé d'estimer le temps de calcul qu'il faudrait pour casser une clé. Donc c'est ce qu'on appelle la sécurité calculatoire, qui suppose que les ressources d'un adversaire ne sont pas suffisantes pour réaliser une attaque. Alors je mets vraiment les ressources parce que c'est pas forcément le CPU, mais ça peut aussi être la mémoire, ça peut être aussi l'énergie nécessaire pour casser une clé. Si on a des clés très grosses, éventuellement, ça veut dire qu'il faudra pratiquement une centrale nucléaire pour que l'ordinateur arrive à casser la clé. Donc l'énergie est aussi une ressource. Juste au-dessus, j'ai mis la sécurité quantique. Donc là, on change la notion d'adversaire. L'adversaire, maintenant, c'est un ordinateur quantique qui va travailler dans un temps de calcul borné et qui repose sur la théorie de la complexité et sur la physique quantique. Dans un monde qui n'est pas quantique, le même type de notion, c'est ce qu'on appelle la sécurité sémantique. Donc là, on a un ordinateur classique, mais l'adversaire a un temps de calcul qui est borné. Il faut qu'il réponde en un temps raisonnable et qui repose sur la théorie de la complexité et sur quelque chose qui est un petit peu moins fort que l'aléatoire parfait, qui s'appelle du pseudo-aléatoire. Et enfin, ce que j'avais illustré avec le chiffrement de Vernam, qui est parfaitement sûr, qui est prouvé mathématiquement parfaitement sûr, qui est basé sur la théorie de l'information, et là, ça repose sur de l'aléatoire parfait. Donc il y a des contraintes différentes. Donc on a atteint notre premier but. Alice et Bob peuvent communiquer en toute confidentialité, avec différents moyens pour le réaliser. Le chiffrement de Vernam s'ils veulent une sécurité parfaite, mais avec les contraintes que ça impose. Alors je ne sais pas s'il existe encore, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le téléphone rouge qui relie Moscou à Washington utilisait un chiffrement de type Vernam. Donc se posait énormément le problème d'échange de clés. Et là, les clés étaient échangées par valise diplomatique, ce qu'on ne peut pas faire dans le quotidien. Et puis, quand on n'a pas assez de ressources, il y a toutes les techniques de chiffrement à clé secrète traditionnelles, comme celles que je vous ai présentées, qui sont robustes à une attaque quantique, pourvu qu'on ait une taille de clé raisonnablement grande. Donc raisonnablement grande, c'est à l'heure actuelle au moins 256 bits. Alors, il y a une notion qu'il faut vraiment que vous conserviez présente à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas de sécurité absolue. Ce qui a été chiffré l'est avec une certaine date limite de consommation. C'est-à-dire que les données qui sont chiffrées maintenant, on peut garantir qu'elles seront sûres pendant, je sais pas, 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans. Ce qui me fait m'interroger sur toutes les données de santé dont on veut conserver la confidentialité. Je ne vois pas comment on peut garantir que les données de santé puissent rester confidentielles sur l'espérance de vie d'une personne. C'est une question personnelle. La deuxième propriété que j'avais évoquée, c'est la propriété d'intégrité. Donc un message ne subit pas de modification. Qui est réalisé par ce qu'on appelle une fonction de hachage. Une fonction mathématique qui va calculer l'empreinte d'un message. Donc on prend un message d'une taille arbitraire et ça va nous renvoyer une empreinte qui est d'une taille fixe, en général un peu plus que 160 bits. Enfin entre 160 et mettons 256 bits. Ce qu'on veut, c'est que cette fonction soit à sens unique. Alors ce qu'on appelle à sens unique, c'est comme une rue à sens unique. C'est que calculer l'empreinte d'un message, ce soit une opération qui soit rapide et facile à réaliser. Par contre, étant donné l'empreinte, trouver un antécédent qui donne cette empreinte-là est quelque chose qui est difficile. Alors c'est utilisé. Là j'ai fait une capture écran de la documentation Ubuntu pour vérifier l'intégrité. Quand vous voulez installer un logiciel, vous pouvez télécharger le logiciel et vous pouvez recalculer la fonction de hachage qui a été utilisée localement et la comparer avec celle qui est publiée lorsque vous téléchargez le logiciel. Si les deux sont identiques, ça veut dire que probablement il n'y a pas eu d'erreur et que vous avez une certaine garantie sur l'intégrité de la donnée qui a été téléchargée. Donc c'est une manière de vérifier l'intégrité d'une donnée.
Le dernier point que dont je voulais parler, c'est l'authentification. Quand on a transmis la clé secrète, on a chiffré avec une clé publique. Donc on pourrait se dire que tout fonctionne bien comme ça, mais le problème c'est que on n'a pas de garantie sur l'authenticité de la relation entre l'identité de la personne qui a publié, qui a mis une clé publique à disposition et sa clé publique. Donc il y a une attaque qui s'appelle l'attaque de l'homme du milieu, qui porte sur la transmission de la clé publique. À gauche, j'ai mis un client, à droite, j'ai mis un serveur. Le client transmet sa clé publique à la demande du serveur, qui est intercepté par ce qu'on appelle l'homme du milieu, qui du côté du client se fait passer pour le serveur, du côté du serveur se fait passer pour le client, et qui va intercepter cette clé et substituer à cette clé sa propre clé publique. Donc quand le serveur reçoit la clé publique de l'homme du milieu, il va envoyer la clé secrète qui va servir au chiffrement, mais en utilisant la clé publique de l'homme du milieu. Donc l'homme du milieu peut récupérer la clé secrète et la renvoyer au client en utilisant la clé publique du client. Donc maintenant le client et le serveur pensent qu'ils peuvent assurer une communication sécurisée, sauf qu'au milieu, vu qu'on connaît la clé de déchiffrement, tout le monde peut lire ce qui a été transmis. Donc pour répondre à ce problème-là, donc le chiffrement, comme je disais, ça garantit la confidentialité mais pas l'authentification, et il y a l'attaque de l'homme du milieu. Donc il faut essayer d'arriver à contrer l'attaque de l'homme du milieu, donc garantir la relation entre l'identité et la clé, et ça se fait avec des signatures et des certificats. Alors quand on veut signer, il n'y a que le cahier des charges d'une signature, c'est seul le signataire peut signer, n'importe qui peut vérifier la signature doit dépendre seulement de l'identité du signataire et du message. Et par contre, ça doit fournir l'authentification du signataire et l'intégrité du message. Si je vous ai parlé de hachage, parce qu'en fait, on ne va pas signer directement un document, on va signer l'empreinte d'un document. Et dans le paradigme à clé publique, clé privée, on va échanger le rôle de la clé publique et de la clé privée. Donc la clé privée, elle dépend du signataire, donc c'est la clé privée qui va être utilisée pour signer, et la clé publique qui va être utilisée pour vérifier. Donc là, tout ce qu'on fait, c'est calculer une signature sur l'empreinte du message. C'est ce que j'ai mis au milieu, là. Que la signature d'un message, c'est la signature de son empreinte, donc l'action de la clé privée sur l'empreinte du message, qui nous fournit une valeur S, et on transmet le message avec sa signature. Maintenant, n'importe qui peut appliquer un algorithme de vérification qui va prendre le message, recalculer localement l'empreinte et vérifier que le S, enfin la signature notée S transmise, sur laquelle on fait agir la clé publique qui permet de vérifier, correspond à l'empreinte recalculée. Donc si c'est le cas, S signe bien M, et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que S n'est pas la signature de M. Ce qu'on voulait faire, en fait, c'était garantir la validité de la relation entre une identité et une clé publique. Donc c'est ce que fait un certificat. Donc là, à la place du message, tout ce qu'on fait, c'est qu'on met l'identité et la clé publique, et on demande à une autorité, un tiers de confiance, d'assurer la signature, donc qui doit être certifiée par une autorité de certification. Donc tout se passe comme auparavant, sauf qu'on rajoute un acteur, l'autorité de certification, qui va apposer sa signature sur la présentation d'une identité et d'une clé, dont on calcule l'empreinte et on calcule la signature, mais c'est l'autorité de certification qui va signer. De cette manière, on obtient un certificat qui relie l'identité, donc ici j'ai mis de S, la clé publique de S est délivrée par une autorité de certification. Donc maintenant, quand on veut vérifier la cohérence de ces informations-là, c'est-à-dire votre navigateur, par exemple, reçoit une clé publique, reçoit un certificat avec une identité et une clé publique, avec la signature, vous récupérez la clé publique de l'autorité de certification et vous vérifiez la cohérence des informations. Alors là, il y a un nouveau paradoxe, c'est comment est-ce qu'on fait pour connaître l'algorithme de vérification de l'autorité de certification.
Donc pour avoir cette clé publique, il faut un nouveau certificat. Et aussi, ce qui va faire peut-être un peu le lien avec l'exposé précédent, là encore, on a vraiment une grosse question sur ce qu'est la confiance. Et donc là, on sait y répondre. On a 3 modèles de confiance possibles. Donc une confiance qui s'appelle la confiance directe. 2 personnes se connaissent, elles se font confiance, elles s'échangent les certificats. C'est un échange de gré à gré, on va dire. Celle qui est le plus utilisée, c'est ce qu'on appelle la confiance hiérarchique. Alors j'y reviendrai dans le transparent juste après. Et enfin une autre qui s'appelle la toile de confiance. Donc là c'est un petit peu intermédiaire entre les deux. Vous connaissez quelqu'un qui a signé la clé d'un tiers. Le tiers vous fournit la clé, mais comme vous avez confiance dans la personne qui a signé, vous avez confiance dans la relation dans le certificat du tiers. Donc la confiance hiérarchique nous donne ce qui s'appelle une chaîne de certification. Donc le certificat que j'avais montré tout à l'heure, qui était délivré par l'autorité de certification, quand on veut vérifier sa validité, il faut la clé publique de l'autorité de certification qui est rangée dans un certificat qui est délivré par une autre autorité de certification tierce. Et on remonte de cette manière-là jusqu'à une autorité de certification dite racine. Comme on ne veut pas qu'il y ait quelque chose qui soit complètement infini, l'autorité racine, elle s'auto-délivre le certificat. Et donc la confiance, ce n'est pas vous qui la donnez, vous avez payé pour ça, c'est quand vous avez acheté votre ordinateur, votre système d'exploitation. Les systèmes d'exploitation sont configurés pour accorder leur confiance à certaines autorités de certification par défaut. Alors j'en ai mis 2, enfin il y en a beaucoup plus que ça, comme CertiSign, VeriSign, et qui sont utilisés par des autorités intermédiaires. J'ai mis un nom qui utilise ça, comme Let's Encrypt. Et j'arrive à peu près à la fin de mon exposé, c'est là où j'ai des questions pour les juristes. Donc en fait, les signatures numériques sont légales depuis la loi du 13 mars 2000, donc la loi 2230. Donc ça vaut, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil dessus. Et ça vous dit, lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification, garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Donc ma question à les juristes, je vous ai montré la réalité opérationnelle, est-ce que la loi correspond à ce qui est opérationnel? Alors j'ai entendu une réponse non. Et donc pour préciser tout ça, en fait, il faut compléter ça par le comité technique de l'ETSI, donc qui est un organisme de standardisation européen pour la télécommunication, et qui dit à peu près comment faire ça. Par contre, là, c'est beaucoup plus technique. À mon sens, il y a quand même un véritable vide juridique sur comment on gère les autorités de certification intermédiaires, et qui n'est pas donné dans le texte de loi de la loi de 2000. Et donc, j'ai fini mon exposé.